Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui est très importante pour moi, mais pour cette vidéo je suis pas tout seul. J'invite mon amie Justine. On va faire une vidéo sur le Japon, on va parler de la culture japonaise en général. Et Justine, je te laisse te présenter. Hi, Justine です。21歳です。日本文化の大学生です。 Et donc est-ce que tu peux nous dire le lien que tu as un peu avec le Japon? Eh ben déjà, à peu près comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'ai été bercée par les animés des petites. Et surtout, j'entame ma 4e année d'études à la faculté de japonais. Et toi, qu'est-ce que t'aimes du Japon? Ben moi en fait, j'ai commencé à aimer le Japon par les mangas, un peu comme tout le monde. Et ensuite, j'ai été dans des conventions, ce qui a fait que ouais, je me suis encore plus intéressé parce qu'en convention, on voit beaucoup plus de choses traditionnelles. Et après, ben, toutes les vidéos YouTube sur le Japon. Donc c'est pour ça que je voulais faire la vidéo sur le Japon sur ma chaîne. Maintenant que tu t'es présenté et que ils ont le sujet de la vidéo, on va commencer la vidéo justement générique. On va commencer par parler de la hiérarchie au Japon, en fait plutôt de la, comment dire, de la société japonaise. Nous en France, on nous apprend plus à être individuel, à s'élever en tant que personne, à avoir notre propre personnalité, d'apprendre à devenir quelqu'un et à sortir du groupe. Alors qu'au Japon, et c'est ancré dans les mémoires depuis maintenant 1 voire 2 siècles, les Japonais sont très groupés, ils agissent en groupe et c'est très souvent on est un peuple parce que c'est le peuple japonais, l'être on va devenir une personne qui va sortir du lot parce que c'était très souvent on s'allie pour suivre l'empereur, protéger la nation, protéger la culture et ce genre de trucs. Ouais, non. En France on est plus individualiste et au Japon ils sont plus collectifs. C'est complètement ça. Maintenant, on va parler de la politesse au Japon, donc un peu les règles de politesse. Par exemple, éviter les contacts physiques. Je sais que c'est vieux comme le monde là-bas, ils ne se touchent pas. Ils évitent de se toucher. On peut voir des Japonais qui se font des accolades et tout, mais c'est soit parce que c'est très familial ou très amical, et certaines fois, on peut voir des serrages de main pour des moments d'entreprise, ou alors la fameuse photo de l'empereur qui serre la main à MacArthur, les Américains qui occupaient le Japon. Du coup c'est une photo très célèbre de la capitulation du Japon. D'accord, mais on est d'accord qu'une manière traditionnelle, ils évitent quand même les contacts. Oui, de manière traditionnelle, c'est où on se penche en avant et puis ou alors on fait un signe de main. Heureusement que c'est pas comme ça chez nous, parce que si moi je dois me pencher en avant à chaque fois que je dois dire bonjour, je me casse la figure tout le temps. C'est quand on reçoit ou on donne quelque chose, toujours avec les deux mains. C'est-à-dire on donne quelque chose avec les deux mains et quand on reçoit, on le prend avec les deux mains. C'est quand tu reçois un cadeau, quand tu reçois une carte de visite, une carte pour présenter une personne, ce qui se fait beaucoup d'ailleurs, anecdote de cours, quand j'ai appris à me présenter en japonais, une des premières leçons c'était comment tu t'appelles et comment bien donner sa carte. C'est vraiment, tu t'inclines et tu donnes ta carte à deux mains, la personne doit la prendre à deux mains. Et c'est là aussi la petite, mais comment est-ce qu'on doit prendre la carte mais en même temps donner la nôtre? En fait il y a tout un truc, c'est d'abord la personne la plus jeune des deux donne la carte, puis après elle prend, on range le petit porte-carte et tout. Il y a vraiment un protocole là-dessus. Ah c'est ça. Un truc que j'ai vu sur internet en faisant les recherches pour la vidéo et tout, c'est que on ne dit jamais non au Japon. Alors on le dit très rarement, comme dit, des amis qui se disent non, très clair, ça existe, mais dans des cadres déjà aussi de tout ce qui est tourisme, tout ça, on va très rarement l'entendre, on va entendre des eto, ano, mais on va jamais entendre ié, des très hésitations clair. En fait. C'est très souvent attends, potentiellement que je peut-être qu'on l'a, mais ça veut dire non. Si on voit que la personne est en train d'hésiter, c'est que c'est non. Et autre chose que moi j'ai vu sur internet, puisque je suis jamais allé au Japon, par exemple si tu demandes ta route à un japonais en tant qu'occidental,
et s'il sait pas où c'est, il va prendre de son temps pour t'accompagner jusqu'à l'endroit où tu vas arriver, où tu dois aller. Après oui, ça va dépendre d'où aussi. Dans les grandes villes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus commun que si on va dans la campagne japonaise où ils sont encore un petit peu réticents à avoir des étrangers ou des touristes. Mais oui, généralement c'est très gentil, ils t'accompagnent. Et étranger d'ailleurs, qu'on dit gaijin. 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 Dans chaque entrée de maison, il y a ce qu'on appelle le genkan. C'est une petite pièce où ils vont enlever leurs chaussures pour aller ensuite dans la maison, mais soit pieds nus, soit en chaussons, mais sans les chaussures. C'est ça. Surtout que le genkan, on peut le voir, c'est très souvent délimité par une petite marche en fait. Et devant la marche, on a les chaussures de ville, les chaussures de dehors. Fun fact pour les Européens, vous savez pourquoi il n'y a pas d'affelou au Japon? Parce que chin-chin, dites pas ça. Vraiment, ne dites pas ça. Kanpai pour dire santé au Japon, pas chin-chin s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de la propreté au Japon et il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai fait mes recherches, c'est que les rues au Japon sont très très propres et pourtant il y a très peu de poubelles publiques au Japon. Parce que c'est juste de l'éducation, de comme ça qu'ils ont évolué, c'est juste on garde les rues propres. Après ça, c'est pas anodin non plus de retrouver des morceaux de verre, des trucs comme ça, mais c'est très très vite nettoyé. Et pour les poubelles publiques, c'est juste que déjà tout ce qui est mouchoir, c'est à la maison. Ou alors on se mouche et on le garde dans la poche, mais on le fait très discrètement parce que c'est mal vu. C'est mieux vu de renifler dans un métro par exemple que de se taper son meilleur mouchoir devant tout le monde. D'accord. Mais alors, j'ai regardé des vidéos de Louison, d'ailleurs très bonne chaîne YouTube pour apprendre sur le Japon, où il disait que si on a besoin de mettre quelque chose à la poubelle dans la rue, on en trouvera peu, mais du coup on peut aller dans les combini, c'est là où on trouvera les poubelles pour mettre justement nos déchets, ou alors faut les garder sur nous jusqu'à qu'on rentre à la maison. Et dans les rues, il y a un sens, c'est-à-dire il y a des flèches, il y a un putain de sens pour la marche. C'est peut-être parce qu'ils sont plus nombreux que nous, donc c'est pour éviter de se bousculer, je pense, mais il n'y a pas de nom de rue. Ça marche en bloc, il parle de bloc, et il y a un sens pour la marche. Donc en fait, t'as pas le droit d'aller à contresens pour pas bousculer les autres. C'est surtout dans les grandes villes, et surtout je pense dans tout ce qui est endroits très populaires, très visités, dans les métros, dans les endroits où il y a plein de rassemblements en fait. Et autre chose, je vais te demander, parce que tu es peut-être plus renseigné que moi là-dessus, il paraît qu'on n'a pas le droit de manger en marchant. C'est pas bien vu. C'est ça, c'est le cliché même du pain dans la bouche parce que t'as pas réussi à manger ton petit déj le matin. Non, vraiment on devrait trouver un endroit pour se poser, manger, parce que sinon les rues sont sales et c'est mal vu de rendre sales les rues. Maintenant, on va parler de l'éducation de manière générale au Japon, des écoles en général. Déjà en maternelle et en primaire, ils apprennent à nettoyer leur établissement. C'est-à-dire ils vont faire ça sous forme de jeu, d'après ce que j'ai vu, mais ils vont apprendre à le nettoyer. Ils vont leur apprendre à avoir des tâches et à être responsables. C'est ça, c'est même s'ils vont plus trop nettoyer l'entièreté de l'établissement, plus on avance dans les années d'études et tout, on leur apprend juste à prendre une petite serpillière et passer la fameuse scène où les personnages animés se penchent en avant avec la serpillière et ils courent comme ça. Généralement c'est pas propre au Japon actuel, mais beaucoup d'enfants le font parce que c'est un jeu, parce que la prof leur a donné un petit truc, un petit objectif, mais ouais, et ils mangent dans les classes avec les professeurs pour leur apprendre à manger sainement aussi. Oui, on pourra même voir que les profs continuent à manger des fois avec les élèves, mais c'est quand le prof a une bonne synergie avec les élèves. Et, plus tard dans les études. Oui, plus tard, mais c'est beaucoup plus rare, hein, c'est vraiment très rare, mais il est possible des fois de voir un professeur qui reste manger avec eux, mais très rarement. Parce qu'ils ont des cantines comme chez nous, mais c'est pas le même concept. Chez nous, on a la carte de cantine. Eux, ils vont avoir un restaurant, un peu comme nous ici à la fac, un restaurant d'université un peu. Ils vont payer leur repas. Ils ont un menu en fait qu'on leur donne où c'est littéralement comme on irait par exemple dans
dans une boulangerie avec tous les sandwichs qu'on a par exemple en France, bah eux c'est des bento, des petits bols de riz, des trucs comme ça, et ils commandent, et généralement c'est des personnes qui sont soit internes à l'école, soit même externes, parce que très souvent on va demander, par exemple pour les maternelles ou les primaires, on va demander à une dame du village de faire le souper, ou même les professeurs eux-mêmes, et après bah, plus tard c'est soit les élèves, soit bah, des personnes externes, comme dit, des parents d'élèves. Au niveau maintenant du système éducatif, donc des cours à proprement parler, j'ai vu que au Japon, c'est les parents, les professeurs, mais le système en lui-même qui instaure une pression aux élèves. C'est-à-dire ils ont enfin ils ont 6 heures de cours dans la journée, mais après ils doivent, pour certains, prendre des cours supplémentaires parce que justement il y a cette, comment dire, cette rivalité entre les élèves. C'est ça. Ben, en fait, le système éducatif et les parents ne vont pas t'obliger, ce n'est pas une loi, c'est pas un règlement intérieur de dire il faut que tu prennes des cours après les cours normaux. Ouais. Mais c'est extrêmement mal vu, donc on a le choix très large de soit on le fait pas et dans ce cas-là notre famille nous déshérite, soit on le fait et dans ce cas-là on va pouvoir plus vite évoluer, on va dire se spécialiser dans quelque chose, en sachant qu'avant c'était très souvent les femmes à la cuisine ou la couture et les hommes on leur fait faire du bricolage. Maintenant on va dire il y a beaucoup plus de cours que ça, mais c'était vraiment fin 19e siècle, au début du 20e. Mais oui, c'est très souvent on va se spécialiser dans quelque chose de très spécifique, après les cours, voilà. Ils ont également beaucoup d'activités extrascolaires, de sport. Ils vont aller dans des clubs de sport pour faire des compétitions à l'international en tant qu'élève. Je veux dire, c'est pas comme nous on va faire, je sais pas, du foot pour nous détendre. Eux, c'est vraiment de la compétition. Les Japonais sont vraiment beaucoup dans la compétition. Surtout que en tout cas les sports chez eux ils ont une autre manière de le voir, en tout cas c'est comme tu l'as dit avant. Nous en France on peut faire ça juste pour se détendre parce qu'on aime bien le sport. Eux généralement c'est pour viser un match avec une autre école, avec une autre région, avec carrément une autre île. Oui, généralement on essaye de se battre pour voir qui est le meilleur. Heureusement que je suis pas né au Japon, heureusement que j'ai pas fait mes études au Japon, sinon je serais mort je pense. Autre chose qu'on n'a pas en France, c'est cette tradition, c'est un peu une tradition, d'avoir l'uniforme scolaire. Les enfants donc de primaire et maternelle, ils ont tous le même sac, ils ont le même chapeau. Ils ont des choses qui sont identiques, et par après dans les études, ce que j'ai vu, ils ont le même uniforme. Alors l'uniforme va déjà être propre à chaque école, ça va dépendre parce que généralement t'as même le blason, tout ça. Les couleurs qui changent, la tenue qui change selon la saison, selon carrément la région dans laquelle ils sont. Et pour les petits, généralement ça va être la couleur jaune qui ressort. Et pour les sacs, petite anecdote, c'est des sacs qui viennent des Hollandais qui sont venus après la période Edo, donc la période de renfermement du Japon. Ils les ont laissés. Et au fur et à mesure qu'on commençait à avoir un système éducatif plus lourd, du coup plus de manuels à transporter, les sacs étaient assez grands pour transporter tous les livres et tous les manuels. Problème est que c'est des sacs qui, vides, pèsent presque 1,5 kg. Pour des enfants qui sont maternels en primaire. Et tu disais que le jaune c'est la couleur pour les enfants, et pourquoi? Fun fact, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les enfants de l'âge de 5 ou 6 ans vont à l'école tout seuls. Les parents ne les accompagnent pas. Les parents donnent à l'école un plan que l'enfant prendra pour aller à l'école. Il ne peut pas dévier de ce plan. Et donc ils iront tout seuls à l'école. Du coup la couleur jaune, c'est pour qu'on puisse les voir dans la rue, pour pas qu'ils se fassent renverser, etc. Et surtout que les enfants ne sont pas accompagnés par les parents parce que le papa très souvent il va travailler très tôt et beaucoup trop aussi. Et la mère généralement les mamans sont femmes au foyer donc flues, vont rester à la maison pour s'occuper de la nourriture, de faire le ménage, de faire des emplettes, tout ça. Et du coup l'enfant est tout de suite mis devant un plan et puis va à l'école, et surtout qu'il y a
un taux de criminalité qui est moins important que la France. Du coup, Oui. nous se dire, ben demain, ton enfant, on le laisse partir tout seul à l'école, tu dis, alors qu'au Japon, ben, c'est complètement normal. Ouais. Et du coup, ben, on en revient à ce qu'on disait, l'éducation donne des responsabilités aux enfants très jeunes. Juste par rapport aux uniformes, je vais quand même donner mon avis. Donc en commentaire, ils me diront s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Mais je trouve qu'avoir un uniforme, c'est pas mal pour la discrimination. Dans le sens où il n'y a pas de marque. Donc que tu sois plus pauvre ou plus riche que certains, on est tous habillés pareil. Il n'y a pas de discrimination à l'école. Parce que déjà qu'au Japon, la discrimination est énorme à l'école. D'avoir un uniforme, ça permet d'éviter aussi encore plus de discrimination. Enfin, c'est mon avis à moi. Et surtout que l'uniforme, ça renforce le côté communautaire du Japon, du genre on est tous pareils, on vient tous de la même école, du coup on porte tous le même uniforme. Après... Maintenant, on a parlé donc de la société japonaise, de l'éducation au Japon. On va même parler, et c'est important je pense, du repas au Japon, parce que le repas c'est aussi très protocolaire. Déjà, un repas japonais, c'est pas un plat. Non, c'est pas comme nous, on va avoir le nom d'un plat et du coup, ça va être ça. Le repas japonais, c'est 5-6 plats, voire plus des fois. Tout dépend de ce qu'on prend, hein, mais plusieurs plats qu'on va partager. C'est ça. En fait, on va avoir limite un plat principal, donc les fameux plats qu'on connaît un peu tous, des trucs assez grands au milieu, mais à côté, on va avoir des accompagnements, et c'est ces accompagnements-là qui vont faire le repas entier aussi. Voilà. Nous, en France, quand on reçoit notre plat, en général, on dit merci. Eux vont dire plutôt Itadakimasu. Voilà, en fait, c'est remercier avec humilité en fait. C'est pas le bon appétit comme on a l'habitude d'entendre, c'est vraiment on remercie la personne qui a fait le plat et remercie aussi les divinités qui l'ont ramené. En sachant aussi que le cuisinier ou la personne qui a fait le repas ne dit jamais itadakimasu parce que c'est très égocentrique de dire merci pour le repas, oh mon dieu, que j'ai fait. C'est très égocentrique. Du coup non, il dira pas itadakimasu. Généralement, il va peut-être répondre de rien, dozo, comme ça. C'est mal vu aussi de choisir ce qu'on va manger. On a tous les plats devant nous, mais on va pas choisir dans un plat. C'est ça. On prend dans le plat qui est devant nous. On prend le plat qui nous vient au regard, c'est-à-dire on a tous les petits plats et tout, mais on regarde la table, premier qui apparaît aux yeux, on le prend. Parce que sinon, c'est... Bah on choisit en fait, et si tu commences à réfléchir à ce que tu veux manger, c'est que tu montres que tu as une préférence pour quelques trucs, ça veut dire que c'est une petite insulte au cuisinier qui s'est fait chier à faire tous les petits plats, et que tu te dis non celui-là je l'aime pas, je préfère lui, c'est pas très bien vu. Autre chose que moi j'ai trouvé en faisant des recherches, encore une fois, c'est qu'on ne se sert jamais soi-même à boire, c'est souvent la personne en face de toi ou à côté de toi qui va te servir. Tu sers les autres personnes et on te sert. C'est jamais toi qui va te servir. C'est ça, il faut aussi attendre que le verre de quelqu'un soit vide pour le remplir, et dans ce cas-là, il faut que tu pries pour que quelqu'un remarque que le tien est vide aussi. Fun fact, on ne plante jamais nos baguettes dans un bol de riz, donc à la verticale. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qu'on fait pour les décès et pour les cérémonies de deuil. Donc on aura le cercueil ou l'endroit où la personne est enterrée, ou dans le cercueil, et au-dessus de la tête on va mettre le bol de riz avec les baguettes enfoncées à la verticale dedans, pour dire qu'on a fini de manger. Par contre, on peut les mettre à l'horizontale sur le bol pour dire... Oui, parce qu'ils vont pas s'embêter à venir et à nous demander est-ce que vous avez fini? Non, eux, ils voient tout de suite en fonction de la position des baguettes. Surtout que les gens, ils ont peut-être fini le bol, mais ils ont peut-être envie de redemander plus. Bah, c'est souvent ça, ils redemandent souvent. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire et qui me donne un peu envie d'aller au Japon, j'avoue. Il y a des endroits, donc des bars, où on va payer quelques euros, enfin en euros du coup, on va payer une très petite somme, mais pendant un certain temps, je sais plus exactement, on va pouvoir boire autant d'alcool qu'on a envie.
Ah oui, c'est généralement soirée avec des amis ou ça, ou même des collègues. Hein. Et comme c'est assez répandu aussi, c'est d'attendre de se faire inviter au bar ou un truc comme ça par son patron. Et soit de le faire boire beaucoup pour essayer d'attendre que quand il soit un peu bien amoché, on lui glisse un petit papier et qu'il signe et hop là on a une promotion, on a un peu plus de salaire. Ouais, c'est un peu fourbe. Et suite à ces soirées, en France, si vous êtes en état d'ébriété sur la voie publique, vous vous faites ramasser par la police. Là-bas, on ne se fait pas ramasser. On laisse la personne en état de coucher dans la rue. C'est son problème. Il se réveillera quand il se réveillera. Ça reste son problème. C'est ça, c'est déjà en plus. Bon, après, c'est pas qu'on peut être un peu torché avec rien au Japon. C'est aussi une idée reçue, les Japonais qui tiennent moins bien l'alcool. C'est ce que j'allais dire. C'est que il s'est torché la gueule, et on le laisse faire. Parce que cette fameuse idée reçue, cette légende un peu qui dit que les Japonais arrivent à moins bien assimiler l'alcool, que leur corps le métabolise moins bien, et du coup ils finissent beaucoup plus vite sous que nous, Européens. Ils ont une enzyme qui ne font pas aussi facilement que nous en tout cas. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots de vocabulaire qui pourraient être pratiques au Japon? Oh, avant j'ai donné déjà des mots de vocabulaire, tout ce qui pouvait être la femme au foyer, ou même pour ce qui est kanpai, itadakimasu. Par exemple, quand on dit merci pour le repas, on dit gochiso sama deshita. D'accord. C'est-à-dire, oui, c'est un merci pour le repas, c'est d'avoir préparé le repas, de nous avoir partagé le repas, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pour les baguettes hashi, à pas confondre avec hashi, où là c'est plutôt le pied ou la jambe. Donc je crois que c'est buta hashi, buta no hashi, c'est pied de porc. Donc voilà, d'accord. Alors à ne pas confondre, c'est que vraiment les Japonais adorent le pied de porc. Dites pas ça à quelqu'un au Japon. Ah non, mais ils adorent. Pied de porc. Non, Omae buta no hashi, non, ça marche pas trop. Mais j'ai entendu de profs comme quoi le pied de porc est très populaire aussi au Japon à manger. Ils adorent le porc sous toutes ses formes. Déjà. Ah oui, grillé, en animal soupe, domestique. Ils font des bars à porc. Non, il n'y a pas de bar à porc. Par contre, des bars à chèvres dans Tokyo, ça existe. Des bars à Shiba Inu, des bars à chouettes, des bars à hamster, des bars à... Ils font des mangas cafés. Des mangas cafés, des cafés qui sont en rapport avec des jeux aussi, des maid cafés, des butler cafés, bref, plein de trucs. Autre chose que je voulais vite parler avant de finir la vidéo, au niveau des costumes, comme nous on met en convention des cosplays, c'est pas aussi répandu que ça au Japon, parce que c'est interdit de porter des cosplays dans la rue, sauf si tu en fais ton métier, ou alors c'est dans des conventions. C'est ça, et surtout comme on a l'habitude de se dire, je crois que c'est Harajuku, le quartier où les gens sont plus extravagants, des tenues un peu Lolita, avec des grandes robes ou des trucs assez flashy. C'est pas aussi répandu que ça, donc les gens qui veulent se balader au Japon avec des perruques, avec des couleurs flashy, des styles un peu Lolita gothique ou des trucs comme ça, c'est pas aussi répandu, du coup vous pouvez vous faire mal voir. Donc, d'ailleurs, ce quartier, c'est un peu le quartier où on va aller si on est là pour visiter le pays. C'est un peu des premiers quartiers où on va... C'est ça, c'est déjà touristes, Tokyo, oui. Tokyo, vont aller là-bas. Tokyo, c'est une, si ce n'est la destination que tout le monde veut faire quand il va aller au Japon, parce qu'on a le fameux Shibuya, on a Harajuku, on a tous les quartiers de ça Tokyo. sera sûrement la première destination que je voudrais faire si je vais au Japon, parce que c'est vraiment l'endroit pour trouver des jeux vidéo, pour trouver n'importe quoi. Oui. C'est ça, c'est vraiment j'ai pas envie de dire ça, mais c'est un peu ça, c'est que c'est la ville attrape touristes, c'est vraiment la ville. Après on a Kyoto si on veut un peu plus de traditionnel, on a Osaka si on veut aller un peu plus dans le sud et qu'on veut voir aussi un peu des trucs un peu plus historiques, on a Nara si on veut voir les daims, on a les îles Acha aussi, côté du Kanto, on a le mont Fuji qui est très connu aussi, voilà.
Donc la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, j'ai adoré parler du Japon avec toi, j'espère que ça t'a plu aussi. Ah bah c'était super. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, n'oubliez pas, Minna-san wa saiko desu.